Attention, vous écoutez un programme audioactif. Green flag waves. Good start from Maverick Vinales. He's got that fight absolutely flying. Marquez did not get away well. Oh, he's gone. He's gone. We lost sight of Marquez. Oh my goodness me. Drama here in the opening race. He's trying to push too hard. Fabio Quartararo wins. Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de C'est qui en pôle aujourd'hui, c'est le numéro 84 et on va vous parler du 14e et avant-dernier Grand Prix de la saison 2020, un Grand Prix qui a à nouveau eu lieu à Valence, cette fois pour le GP de Valence, ce 15 novembre après le GP d'Europe. Et pour m'accompagner cette semaine, j'accueille Stéphane. Salut Steph, comment ça va ? Ouais, ça va, j'ai réussi à sortir de mon sommeil de la Belle au bois dormant, parce que je m'étais endormi devant les courses, on en reparlera. Ça va, je me suis un peu bavé dessus, mais bon, c'est bon, je me suis refait une beauté, j'ai changé de t-shirt, tout va bien. Super. Et on commence traditionnellement avec le gagnant de notre petit jeu en partenariat avec la bécannerie. C'est Vince qui va pouvoir crâner avec des beaux goodies de la bécannerie du dessinateur Thieume et évidemment des goodies maison de C'est qui en pôle. Il y a notamment des dessous de verre, vous allez voir, ils sont très jolis. N'oubliez pas de participer sur Twitter à notre concours chaque week-end de course. Et là, cette semaine, il va en rester plus qu'une. Alors, c'est la dernière chance de tenter de réussir notre petit jeu. Et on commence aussi comme d'habitude avec le pilote de la semaine, avec en numéro 84 cette semaine, Jakub Kornfeil. Tu nous en dis un mot, Stéphane ? Oui, l'irremplaçable Kornfeil, donc c'est l'autre immense pilote tchèque en mondial, après Karel Abraham, le nom moins fameux. Ce bon Jakub Kornfeil est né à Kyjov en 1993. Il est champion de la Red Bull MotoGP Rookie Cup en 2009, donc c'est pas rien quand même, certes. Et il participe cette même année à ses premiers Grands Prix pour obtenir un guidon finalement permanent en 2010 en 125, qui s'appelait comme ça à l'époque, sur une Aprilia. Et cette première année-là, il finira 17e. Jusqu'en 2019, il sera dans cette catégorie. Il aura écumé pas mal de teams et de machines, Aprilia, Honda, Peugeot, KTM, avec pour meilleur résultat en 2016 et 2018 une 8e place au général. Comme on dit dans la Cité de la Peur, ce qui est bien mais pas top. Au terme de 182 Grands Prix, dont 39 en 125 et 143 en Moto 3, donc après le changement de nom, le bilan de ce fameux numéro 84 est assez maigre. Pas de victoire en GP, une pole et 5 podiums après 10 saisons dans la catégorie. Et donc ce temps a eu raison de son entêtement, et en 2020 il n'a pas de proposition pour rouler. Donc en fait c'est surtout le fait qu'il n'ait pas de proposition qui a eu raison de son entêtement, parce que son sponsor habitué a coupé de moitié son apport. Donc bizarrement, quand il n'y a plus de sous, un peu comme Karel, mais c'est pas pour ça que Karel va disparaître, c'est parce qu'il va se faire pousser dehors. Et par contre, les planètes se sont alignées pour Jakub, parce que Iannone étant suspendu et Bradley Smith rappelé par Aprilia pour rouler en MotoGP, ça laisse une place vacante en Moto I et le championnat horreur du vide. Donc il va suppléer et faire une saison en Moto I. Et là, alors c'est ce bon Pierre qui a écrit la bio, et ça me fait marrer à chaque fois. Et là, la révélation, 7 courses, 15 points et une 18e place au général plus tard. Il nous fait encore une petite saison catastrophique, quoi. Donc, il n'y a pas de news concernant son avenir 2021, mais je doute que ce soit brillant. Alors, pour lui rendre honneur quand même, parce que on se moque, mais toi comme moi, on sait très bien qu'on n'est pas capable de faire ce qu'il fait. Puis on se souvient qu'il s'est envolé le 20 mai 2018 au Grand Prix du Mans, puisque la bécane d'Enea Bastianini lui était carrément arrivée devant la roue avant, et il s'était fait un envol suivi d'un rattrapage bac à gravier digne d'un motocross. Et ça, personne ne peut s'en targuer. Ah, ça c'est beau, c'est même le seul truc beau de sa carrière, c'est méchant de dire ça et de rajouter. Mais... Oui, mais après, la limite est ténue entre méchanceté et factuel. Oui. Encore une fois, on fera jamais aussi bien. C'est clair. Voilà. Nous sommes des coach potatoes. Oui. Les deux petits vieux du Muppet, tu sais, dans la loge de l'opéra. Exactement. Donc on en a conscience. Il ne faudrait pas que les auditeurs s'imaginent qu'on se prend pour des cadors. Ce n'est pas le cas. Ça n'est absolument pas le cas. Et on s'est bourré plusieurs fois ça nous remet à notre place. Oui. Ouais. Mais bon, ça me lève aussi. Oui.
Oh, on recommence. On putain, recommence. mais c'est pas vrai. Et on va passer aux news, si tu le veux bien, Stéphane. Ouais, avec les news. en Moto 3, on va commencer par le Moto 3. Moto E, la saison est terminée depuis un petit moment. Même pas un incendie, rien du tout. Eh non, même pas. Mais, Oh putain. mais peut-être qu'on ne sait pas. Hein. Peut-être qu'il y a eu un incendie, Ah oui, mais oui. personne ne le sait. Un petit barbecue au lithium. Et c'est en Moto 3, donc Dunlop qui a prolongé son contrat pour être le fournisseur unique de pneus Moto 2 et Moto 3 jusqu'à la saison 2022 incluse. Romano Fenati, lui, est prolongé aux côtés d'Alonso Lopez avec le Max Racing Team pour 2021. Et le français Lorenzo Felon arrivera en Moto 3 l'année prochaine avec un contrat de 2 ans dans le team SIC 58. Simoncelli. Simoncelli 58. Non mais c'est cool, n'empêche, cette news. Ouais, un Français en Moto 3, monsieur. Plutôt qu'on va arrêter de parler des francophones. On va pouvoir parler des Français. Il y avait marre de parler des Belges et des Suisses, quoi. On en parlera du double Fanny. À chaque fois on en parle, mais c'est presque maintenant plus la blague qu'autre chose, quoi. Et puis l'info principale en MotoGP, c'est Andrea Iannone qui perd son appel au tribunal arbitral du sport face à la Fédération internationale de motocyclisme, alors que l'Agence mondiale antidopage gagne le sien. Andrea Iannone est banni pendant 4 ans de toute compétition moto à compter de décembre 2019. La sanction initiale de la FIM était de 18 mois avant cet appel. Moralité, mieux vaut tricher avec le règlement concernant les soupapes moteurs qu'avec la prise de substances. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette news ? Honnêtement, c'est les 4 ans qui... Là, ils sont sûrs de niquer une carrière. Bon, Iannone n'était pas loin de la fin de sa carrière. Enfin, on sait pas, mais là, 4 ans, c'est énorme, quoi. Bon, après, c'est vrai que 18 mois avant l'appel, et là, après 4 ans, c'est genre, ah, t'as voulu faire le malin? Oui, on sait qu'Iannone est un drôle de personnage, et la substance en question, on n'a pas trop d'infos, en fait, là-dessus. Hein. Bon, ok, c'est un truc genre anabolisant, genre pour se faire des muscles, mais... moi, je compare ça au tennis. Souvent, quand les mecs se font toper, c'est 1 an... Ils ont le droit de revenir. On a eu même des récidivistes en tennis. Sharapova. Je sais plus si elle a récidivé, mais en tout cas, elle était partie un petit moment. Ah ouais, mais c'était pas une mise au banc avec une fin de carrière, quoi. Non, c'est clair. Parce que quand bien même il aurait été en début de carrière, 4 ans, c'est... Déjà 1 an, c'est rare que les gens puissent revenir. Ouais. Dans ce sport, pas bon. Ah oui, voilà. C'est compliqué. Nous ne discutons pas, enfin nous ne contestons pas, mais on commente les décisions de justice. Ouais, oui, sachant que c'est pas non plus, c'est pas le procès de Nuremberg non plus. Hein, donc là, je vous ferai pas l'analyse de la décision du TAS parce que je l'ai pas lu, mais ce sera peut-être à faire éventuellement dans un prochain épisode, dans un hors-série, pourquoi pas. Et puis là, la différence de sanctions, tu l'as dit, passer de 18 mois à 4 ans de sanctions. C'est pas une demi-mesure, quoi. Y a, vu de chez moi, il y a une volonté d'écraser l'intéressé, quoi. Ouais. Non, c'est clair. Donc bon, voilà. Peut-être qu'il y a d'excellentes raisons, mais on ne les a pas. On les a pas. Une autre news, pour la MotoGP avec Aprilia qui, du coup, vu que Iannone a perdu son appel, cherche un pilote pour l'année prochaine. Je peux donner mon numéro à Aprilia si besoin. Voilà. Ouais. Au moins, si je suis dernier, on dira pas que c'est moi, on dira que c'est la moto. C'est-à-dire que, oui, si je te conseille effectivement pour commencer sans pression, c'est commencer chez Aprilia. Mais il était question que Honda HRC, sinon, si tu peux faire dernier aussi. Du coup, j'anticipe, mais c'est vrai que Dovi, il était question qu'il aille chez Aprilia. Il a finalement refusé parce qu'il voulait pas gagner un chèque juste pour le plaisir de faire de la figuration, hein, clairement. Et c'est assez classe de sa part, pour le coup. Alors après, c'est marrant de parler d'une année sabbatique, ça laissera penser soit qu'il trouve un truc à un moment, quand je dis un truc, c'est en MotoGP, hein, c'est pas en British Superbike. Oui, ou en MX. Et attention, pas de dire que le British Superbike c'est pas bien, mais pour un pilote de cette envergure, c'est voilà, et surtout le MotoGP c'est tellement dur de ne serait-ce que s'y maintenir après 1 an de sabbatique. Est-ce qu'il a un plan derrière la tête? Une place chez Honda, j'en doute. Parce que là, Marquez, il va pas te blesser tout 2021, quoi. Ouais.
Donc faire des piges, c'est pas non plus le délire de vie, je pense. Nous verrons. C'est intéressant quand même à suivre parce que je suis quand même dubitatif sur la notion de l'année sabbatique. C'est pas un truc qui lui serait profitable. Donc je souhaitais pas, mais je me serais dit tiens, il dit qu'il arrête, il se fait une stoner, pouf, au revoir. Mais là, c'est une année sabbatique, 3 petits points. Bon. Surtout qu'on sait que ça pousse, hein. Enfin, les générations qui arrivent, là, déjà cette année, ça poussait, 2022, ça risque d'être encore plus tendu. Sachant qu'il y en a déjà qu'on re-signé 2 ans. On pense évidemment à Quartaro, à Vinales, à plein d'autres pilotes. D'ailleurs, on va pas faire la liste, ça va être trop long, mais du coup, ça va être compliqué l'année prochaine de dire au fait, coucou, je suis Andrea Dovizioso et je cherche un guidon. Après, ne pas avoir roulé pendant 1 an, encore une fois en Moto 2, ça va pousser. Ça va être compliqué. Enfin, il y a peut-être. Il n'y avait pas trop le choix. Mais encore une fois, c'est classe de sa part d'avoir refusé un chèque d'Aprilia en disant non, moi je suis là pour courir. Il voulait pas rouler par dépit, quoi. Ouais. Un petit mot de Marc Marquez, si vous le voulez bien, qui du coup reviendra pas sur les circuits cette année. Il n'a toujours pas remis de sa blessure à l'humérus. Alors on peut se poser la question de se dire est-ce que c'est de la communication ? Parce que ce serait pas la première fois que Marquez fait de la com. Est-ce que c'est pour du coup cacher son état, son réel état ? De toute façon, lui, je pense qu'il voulait pas revenir juste pour une course. Enfin, c'était un peu con. Il avait plus à perdre en se faisant mal qu'à gagner, même en leur mettant tous une raclée pour rappeler que c'est lui le meilleur. Enfin... Mais surtout que le niveau est quand même assez relevé. Je dis pas qu'il l'aurait fait facilement, mais on connaît l'animal. On l'a vu déjà au début de cette saison 2020 où il est arrivé le couteau entre les dents, il a fini par se blesser il s'est fait très mal, et ça serait con effectivement à Portimao de refaire la même chose, ou alors il est vraiment toujours pas remis de sa blessure, mais auquel cas c'est un peu tard pour l'annoncer. Enfin, on imagine que ça fait peut-être 3-4 semaines qu'il le savait, donc pourquoi l'annoncer maintenant? Voilà. En même temps, comme on a un génie de la com comme Puig, Push ou enfin le truc là, le mec là, le mec bizarre. Et ils ont pas parlé de sa véranda, non? C'est clair. Non, mais là-dessus, j'ai vu qu'il y avait quand même une espèce de polémique dans le Landerneau de la médecine de moto de haut niveau, parce que l'actuel médecin du paddock a dit que le docteur Mir, donc pas Mir le champion du monde, mais le docteur aurait pas dû mettre une plaque mais une vis, gna. Et en fait à la base Mir n'a même pas répondu, mais dès le départ le docteur Mir, lui, il avait mis ça, il s'était pas censé servir la semaine d'après, en fait c'était pour une convalescence, donc effectivement c'est normal que la plaque et les vis est pétée, quoi. La petite passe d'armes médicale, un peu inutile. Non, c'était très intéressant. Tu nous dis un petit mot de Cal Crutchlow ? Bah oui, parce que dans la série Les gens qui disparaissent du paddock, ce bon Cal Crutchlow, grande gueule devant l'éternel, alors il nous quitte pas définitivement, parce qu'il va être pilote d'essai chez Yamaha en 2021 à la place de Lorenzo, lol. Et bah ouais, c'est un ancien qui quitte la grille, mais c'est mieux que s'il se continue à se faire mal, quoi. Parce que et puis lui, il peut s'enorgueillir d'avoir gagné deux courses, hein, une sur le sec, une sur le mouillé minimum. Ouais. Pas 3, je pense pas, mais bon, ça, déjà, vainqueur de MotoGP, il n'y en a pas de des masses, hein, quand tu regardes sur les dernières années. Parce que de toute façon, Marquez, il gagne tout, puis après, le reste, il y a déjà 90% des courses, c'est Marquez, et après, il laisse quelques miettes. Et quand il gagne pas, il est deuxième en plus. Oui, mais t'as vu qu'ils sont disciplinés, les petits gars, là, cette année, ils en ont fait gagner 9, hein. Ils se sont dit, les gars, distribution des cartes, chacun son tour. Ouais. C'est clair. Il y en aura pour tout le monde, enfin presque. On va revenir, on parlait de Marc Marquez tout à l'heure, mais on va parler maintenant de Repsol, qui prolonge pour 2 ans supplémentaires son contrat avec Honda jusqu'en 2022. Il y en a pour 55 millions d'euros par an, ce qui est pas mal. Ça fait quelques pleins de Laguna ou de Renault Scénic, quoi. Ouais, quelques soupapes. Ouais. Mais aux normes.
Exactement. Non mais pensez à aller en Espagne faire vos pleins quoi pour aider un petit peu le HRC. En même temps, quand on voit le règlement MotoGP, dans les 55 millions, il y a bien 10% qui vont au service juridique d'analyse des règlements. Disant ça on a le droit, ça on n'a pas le droit, ça on a le droit. Ah oui, j'imagine dans le box. Attends, est-ce que t'as pris un tournevis que t'as présenté à la FIM? Non, parce que si c'est pas le bon alliage, on va se faire shooter là. Comment ça, un tournevis en fonte? Mais non, mais t'es fou, c'est de l'alu qu'il faut utiliser. Voilà, on va se prendre 18 mois de suspension par le TAS. Bon, le mieux, c'est qu'on va pas essayer de le cacher, on va aller plaider coupable, comme ça, on sera peut-être pardonné. Oui, pardonnez-le, il est nouveau. Avant, il venait du Superbike, il a emmené sa caisse à outils, il savait pas. Eh bien, passons dans le dur avec la Moto 3. Tu nous racontes tout ça, Steph? Ouais, il y a les rescapés de la Q1 lors des qualifs, et là, généralement, c'est pas inintéressant d'en parler, mais là, c'est d'autant plus intéressant que les rescapés de la Q1, on va ouvrir grand ses oreilles. Il y a Arenas, Ricardo Rossi, John McPhee et Darren Binder. Alors, pourquoi on ouvrait grand ses esgourdes? C'est parce qu'en Q2, la pole revient à Binder, donc un rescapé. Arenas, on sait qu'il est un petit peu concerné par le championnat, donc c'est bien qu'il démarre pas 30e, quoi. Donc en Q2, je reviens à mes moutons, Binder premier, suivi de Toba en deuxième position et Raúl Fernandez en 3. Mazia, Mignot et Arenas font la deuxième ligne. La course par tambour battant. On retrouve au terme du premier tour Fernandez, Binder, Toba, Arenas, Arbolino et Mignot. Alors ça, c'est vrai que c'est un peu une longue liste, mais c'est parce que déjà on va avoir quasiment que. Hein. Donc pour une fois en Moto 3, c'est rare, il n'y a pas eu de dessin d'abeilles. Enfin, il y en a eu, mais les seins d'abeilles étaient un peu plus loin derrière. Donc c'était un peu plus lisible. Et surtout, pourquoi j'ai cité Arbolino parce qu'il est dans les 6 premiers, mais il était parti 13 et très vite, il est remonté 5, enfin au premier tour, quoi. Sachant le paquet de maboules qu'il y a là-dedans, c'est fort. Et on verra après qu'Arbolino n'a pas aménagé sa peine. Alors, les poursuivants directs de Fernandez jouent des coudes et donc le leader de la course de ce moment-là arrive à prendre le large. Bon, aussi parce qu'il cravache, mais parce que derrière ça se castagne et contrairement à d'habitude, le premier n'est pas emmerdé. Enfin, même si la semaine dernière ça avait déjà été le cas, on a une espèce de truc exceptionnel dans la catégorie parce qu'il a plus d'une seconde d'avance sur les poursuivants. Donc c'est d'une éternité en Moto 3. Le cumul de toutes les avances du premier pendant toute la saison, pendant les 10 dernières saisons. Et alors après, t'as quand même une belle pelletée de chute dans la course, c'est assez tôt, hein, parce que Koffler se vautre et il est suivi de peu par un doublé japonais. Toba, qui était 3e à ce moment-là, fait un high side. Binder l'évite, et l'apostrophe, hein, parce que c'est pas qui décolle dessus. Et par contre, le compatriote de Toba, Suzuki, l'infortuné, il n'y peut rien. Lui, il tente une course fail, mais ça marche pas. Donc les deux japonais, certes, ne se blessent pas, mais font un petit peu pâlir l'étoile de leur pays, hein. Donc le doublé japonais là-dessus. Fernandez, pendant ce temps, il fait cavalier seul, et il sait le faire parce que lui, au moins, il fait ses qualifs tout seul. Et donc, il a l'habitude de rouler tout seul. Ce qui n'est pas toujours le cas dans la catégorie, hein. Confère les multiples sanctions de je m'attends, tu m'attends, on s'attend, je te tiens, tu me tiens. Alors, j'ai cru qu'il y avait un bug dans leur affichage, mais ce qu'il y avait toujours un truc à droite, c'était le championnat live, en fait. Puisque il recomptait les points en live. Et donc, le championnat qui était à ce moment-là, c'était Arenas, Ogura, Arbolino et Mazia. Donc, on voit que Ogura est toujours deuxième malgré ses résultats en demi-teinte, mais bon, au moins il est constant. Donc il n'est toujours pas dégringolé. Pendant qu'on est obnubilé par ce classement live, Vietti en profite pour tomber au tour 4. Mais ce qui va vraiment être intéressant, c'est que dès le tour 5, Arbolino se détache légèrement et il cravache sa Honda pour ramarrer la KTM de Fernandez. Et il était parti 13e, le petit Arbolino, je le rappelle. Donc c'est pas mon nouveau chouchou, hein. Mon vrai chouchou c'est Mazia, mais il gagne pas. Pendant ce temps, Sergio Garcia, il en fait un peu trop pour un Espagnol, tu vois. Prénom, non. Là, c'est repéré quand même.
Je trouve que c'est limite un fake, tu vois. Oui. C'est un Bon, pseudo. pour autant, on n'avait dit pas les noms, mais bon. Il fait aussi le goupil parce qu'il se retrouve 3e, l'air de rien. Tiens, on le voit pas trop batailler, mais pouf, il est 3e. Et il est suivi par Arenas et Binder. Donc Arenas, on rappelle qu'il a tout intérêt à pas trop s'exciter parce que s'il tombe, il a gros à perdre. Hein. Parce C'est clair. qu'Ogura est non seulement 2e, mais il est pas loin. Il est, selon les moments de la course, il est à 8 points à quelques. Mais il peut lui chipper à la première place le cas échéant. Si Arenas se bourre. Spoiler alert, ce sera pas le cas. Mais au tour 8, en fait, un des trucs qui m'a désolé, on en parlait un peu en off, c'est que pour une fois, on s'est semi-fait chier en Moto 3. Mais bon, c'est pas cher payé vu tout le spectacle qu'ils nous offrent à chaque fois. Hein. Mais c'est surprenant. C'est un peu comme un excellent élève, tu vois, qui a toujours des 19 et qui aurait un 13. On l'engueule. Alors qu'un cancre qui a tout le temps des 5, s'il a 7, on est content. Ouais. Bon, alors la comparaison s'arrête là. Mais c'était un petit peu plus soporifique qu'à l'accoutumée. Parce qu'au tour 8, j'ai quand même remarqué qu'on avait les 6 premiers de la course, qui seraient les 6 à l'arrivée. Hein, et avec juste un swap d'un seul Gugus. Donc il y avait en plus le bon ordre. Donc c'est un peu... Ouais, j'ai noté qu'on s'était... j'ai dit violemment fait chier dans mes notes, mais pour du Moto 3, voilà. Ouais. On a déjà vu d'autres trucs un peu plus dramatiques, mais on coche les chutes, hein, parce que Rodrigo et Lopez au tour 9 se foutent au tas, et on n'a pas trop compris, parce que sur les ralentis, on voit que la fin, et je sais pas s'il y a une yanonisation de l'un sur l'autre. Mais bon, il n'y a pas eu de, tu sais, les petits encarts marqués enquête après baston, donc ça ne doit pas être quelque chose qui va être sanctionné. Moi, j'ai trouvé que ça ressemblait à une étape du Tour de France avec un échappé, Fernandez. Et tu sais, c'est toujours la petite injustice. Tu te dis, il va se faire fumer dans le dernier kilomètre. Parce que le peloton profite de sa propre aspi, en fait. Mais à 9 tours de l'arrivée, il a encore une seconde d'avance. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est une éternité. Sur le trio Arbolino, Garcia, Arenas. Alors Arenas, il fait pas vraiment de l'épicerie, mais bon, il est pas mécontent d'être 4, parce que pendant ce temps, Ogura et Mazia sont 8 et 9. Donc, et en plus, ces cons-là d'Ogura et de Mazia, ils se fight. Donc c'est tout bon pour Arenas, il faut juste qu'il arrive. Mais donc l'assaut est lancé vers le 6e tour avant l'arrivée, parce que à ce moment-là, Arbolino arrive à ramarrer à 0,6 secondes, donc enfin il a déjà repris la moitié de l'écart qu'il avait avec Fernandez, et c'est surtout dû au fait que le trio de poursuivants a l'intelligence de pas se castagner. Mais l'a joué à la Tour de France, quoi. Il trace pour niquer littéralement Fernandez, parce que c'est ce qui va arriver. En fait, à 5 tours de l'arrivée, le contact est fait, et Fernandez, il fait à la fois la proie, le lièvre, l'équipier, même si c'est pas un équipier, l'équipier modèle, en fait, qui se fatigue pour les autres. Et le trio Fernandez, Arbolino, Garcia a lâché Arenas, qui est pas mécontent de ses 13 points de la 4e place, même si Ogura se démène un petit peu, mais il fait une belle opération, eu égard au nombre de courses qui restent. Et les 4 derniers tours sont intéressants, contrairement aux précédents. Et Garcia passe 2 pour... il se tente une Jean-Claude Duss à ce moment-là, parce qu'il veut niquer Arbolino. Donc il passe Arbolino, mais c'est peut-être un peu trop tôt, parce que à la ligne droite d'après, une petite aspi, et c'est fini. Arbolino lui reprend la place. Tu t'en doutes, l'incruste Live Championship, là, elle était limite, elle allait abîmer mon écran tellement elle était là depuis longtemps. Et à 2 tours de l'arrivée, en fait, Arbolino décide de se mouiller. Quand j'ai vu 2 tours, je me suis dit, ouais, c'est presque un peu trop tôt. Il décide de se mouiller en passant premier. Ce qui d'ailleurs l'a fait bondir 3e au championnat à 11 points. 3e du championnat à 11 points, c'est pas mal. Et comme Garcia, sur ses entrefaits en merde Fernandez, et finit par le passer, c'est Arbolino qui est peinard. Donc c'est vraiment un peu comme le chat, tu sais, qui se barre avec le poisson des 2 autres qui se battaient pour l'avoir. Et Arenas fait un peu de l'huile, parce que dans le dernier tour, Binder vient le titiller et ça aurait pu résulter en une chute. Et là, c'eût été le drame ultime, quoi. Ce n'est pas le cas. Celui qui tombe, c'est pas oui, il va faire des châteaux de sable dans le bac à 2 tours de l'arrivée. Donc comme je l'ai évoqué précédemment, à l'arrivée, on a premier Arbolino,
Deuxième, Garcia. Troisième, Fernandez, qui est vraiment le dindon de la farce, là, on peut le dire, parce qu'il s'est tenté une Lorenzo et il fait 3. Ouais. Arenas, pas mécontent du tout, je pense. Enfin, je suis pas lui, mais à sa place, je serais content. Binder 5 et Honshu 6. Ogura a fini 8 et Mazia 9. Donc en fait, les deux prétendants derrière Fernandez se sont un peu neutralisés. Surtout, n'ont pas réussi à avoir le niveau pour se hisser en tête. Le suspense n'était pas tant sur la piste, même sur le dernier tour quand même, qui était sympa. C'était le Live Championship qui nous tenait éveillés. Le classement du championnat. Il y avait ça en Moto 3. Oui, en GP, il n'y avait même pas ça. Il y avait Esquemire va ne pas tomber. Voilà. Bon, il n'est pas tombé. Spoiler alert, pareil. Arenas, donc désormais, il est à 170 points. Ogura n'a pas été distancé pour autant parce qu'il est encore à 162 points. Donc 8 points d'écart. Vietti à 137 points. Donc là, ça commence déjà à être un peu plus compliqué. Arbolino 159 et Mazia 140. Autant dire que il y a plus beaucoup d'espoir pour eux. Mais encore Fanny pour les francophones. Hein. On en parlait tout à l'heure. Le pauvre Barry Baltus et le Jason du Pasquier sont à 0. Ça risque de se finir comme ça. Bon, je vais pas leur porter malheur. Donc, pour résumer, vous l'avez déjà entendu dans mon désarroi, semi-désarroi en tout cas, c'est un déroulement qui est assez inhabituel parce qu'il y avait un échappé, quand même. Oui. Et de facto ennuyeux parce que les bastons, il y en a eu, mais c'était derrière les combats de chiffonniers. De toute façon, les réals ne le montraient pas. Et c'est un final quand même de petits malins parce que, bon, au moins on a eu ça à se mettre sous la dent. Arbolino tire les marrons du feu de façon un peu goupille. Arenas a géré la course. Alors c'est facile de dire qu'il a géré la course, mais je pense pas. Gérer la course, ça veut dire survivre quand même dans cette meute de fin de ma boule. On peut le dire. Et Ogura, il y arrive décidément pas. Ça me rappelle un épisode de La Boîte à clapet où il féliciter Ogura pour sa constance dans le fait de ne pas arriver à faire fructifier ses points au championnat, quoi. Il finit toujours à des places décevantes, mais pas trop, tu vois. La régularité de métronome, mais aux places de merde. Et Mazia, du coup, on l'a quasiment pas vu de la course. Non, c'était il s'est un peu ils sont fait je pense pas que c'est ça qui les a empêchés de remonter parce qu'ils avaient pas vraiment le rythme, mais Ogura et Mazia, ils ont pas arrêté de se chicaner, quoi. À la 8e et 9e place, ils ont échangé leur place, mais c'était 8-9, 9-8, rien de plus. Donc voilà, je radote peut-être, mais on est devenu exigeant avec le Moto 3. Ouais. On voudrait faire des crises cardiaques à chaque virage. Là, ça n'a pas été le cas. Donc, c'est pas un drame. Et puis voilà, je pense que ça fait aussi un peu les affaires, même s'ils n'ont pas de prise là-dessus, des organisateurs, parce qu'au moins, il y aura à Portimao, il y aura 2 championnats qui seront pas joués, sont haletants. On va causer de nos amis du Moto 2. Avec plaisir. Qui sont pas non plus les plus rigolos à regarder d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'il en a été cette fois-ci? Quel suspense. On va commencer à parler des qualifs. Les rescapés, puisqu'ils sont 4 dans ces catégories-là, ce sont Baldassari, Martin, Corsi et Lutti. Et en Q2, donc se hisse à la première place, donc à la pole Manzi, deuxième Garzo, Bezzecchi troisième, Di Gian Antonio sur la deuxième ligne, donc fait 4, Martin 5 et Ramirez 6. On cite Loves parce que non seulement il est 18ème, ce qui est pas une bonne chose, mais c'est surtout qu'il a chuté en FP3 et il a salement chuté, il s'est blessé au poignet droit. Il boitait aussi, mais bon, j'allais dire, il semblerait que ce soit moins grave que le fait que son poignet droit qui est aussi, donc déjà les poignets quand tu conduis c'est pas génial, mais là le poignet droit c'est le frein. Hein. Et donc il part pas avec les meilleurs avantages, du moins les meilleurs atouts pour combler les 6 points qui le séparent de Bastianini avant le départ de la course. Bastianini, pour consoler un tout petit peu notre Sam Loves, Bastianini lui part 12. Donc bon.
c'est un moindre mal, mais on verra que Loves a quand même des soucis pour piloter, du moins au début de la course. Je vous donne le classement au championnat avant la course. Bastianini est premier, Loves n'est qu'à 6 points. Marini à 19, donc c'est un peu plus tendax, mais tout peut arriver. Bezzecchi à 29, pareil, tout peut arriver, mais quand même, quoi. Il faudrait qu'il se passe des choses, un peu la chauve-souris enragée. Donc ça part sans carton dans les 2 premiers virages, ni le premier tour, donc ce qui est déjà bien. Et à la fin du premier tour, on a dans l'ordre Martin, Di Giannantonio, Manzi et Bezzecchi. Et en fait, ce fameux Bezzecchi qui était 4e au premier tour, au 5e tour, il décide de sortir les doigts et il grille la politesse à Martin pour passer premier. À part ça, bon, ce qui est une bonne nouvelle, hein, parce qu'il y a un peu d'animation, on est cantonné à regarder les dépassements du milieu de peloton. Et ben on se tire sur la nouille en regardant les totaux au championnat, mais on se fait aussi grave chier, il faut quand même bien le reconnaître. Alors Bastianini suce la roue de Marini qui est 7, histoire d'assurer le championnat, parce qu'il est premier. Loves est déjà à 22 à ce moment-là, parce qu'il visiblement il a mal au poignet, donc plutôt que de remonter, il redescend les classements. Donc c'est pas idiot pour Bastianini de contrôler Marini. Qui est 7e, donc à ce moment-là, c'est pas un épicier dans l'absolu, Bastianini, mais là, s'il a Loves quasi hors course, ben il va pas non plus risquer de se foutre au tas, alors qu'il peut gratter du point. Donc voilà, je ne le traite pas d'épicier, mais sur cette course-là, et il a bien fait, bah il l'a fait l'épicier. Loves dans le dur, effectivement 22e. Bastianini, je dirais, gère. Hein. Et pendant 19 tours, et oui, quand même, Bezzecchi fait le lièvre. Parce que quand je vous dis qu'on se fait chier, c'est pas une formule, hein. Vous auriez dû voir ça. Bezzecchi fait le lièvre, hein, et Martin passe 3 puis 4, donc en fait il semble accuser le coup, hein, il se retrouve à 1 seconde de la tête, ce qui est pas non plus rédhibitoire, mais bon, il a souffert, et c'est bien malheureux, mais à part les chutes qui sont au nombre de 8, il se passe pas grand chose. Alors Hector Garzo, qui avait un peu vendangé sa 2e place, il s'est retrouvé 6 au moment de partir, donc il a mis de la nitro dans son réservoir et il claque des pendules. Et au 11e tour, il s'incruste dans le groupe de 4 à l'avant en doublant Martin pour passer 3. Donc en fait, Martin se fait bolosser encore un peu plus. Et Garzo, on dirait un peu le Astérix qui a pris la potion magique, quoi. Il était on fire, donc il y a eu un petit sursaut d'intérêt là. Et Garzo et Martin, ils s'échangent la 3 et la 4 pendant un certain nombre de tours, je dirais 5, 7 ou 8, quoi. Et Bezzecchi ouvre. Ça sent encore le mec qui fait le lièvre, comme en Moto 3. Et Di Giannantonio est à sa suite. Et alors, les 2 derniers tours provoquent le réveil du téléspectateur, dont le filet de bave allait atteindre l'épaule, tu sais, juste suspendu comme ça. Oh, qu'est-ce qui se passe? Comme dans les mangas aussi, la bulle qui sort du nez, là. Et Di Giannantonio entend faire le hold-up parfait, et il passe juste au début du dernier tour. Donc là, on est sur un très bon scénar, parce que la ligne droite étant pas si longue par rapport à là où la ligne d'arrivée, il y aurait moyen de moyenner. Et il tape des freinages de trappeur pour pas se faire rattraper, voire pour distancer les autres. Une sorte de Lorenzo de la belle époque, mais à la fin de la course, plutôt qu'au début. Tu vois, hein, sur un tour. Une Lorenzo sur un tour, condensée. Mais les Bezzecchi, Martin et Garzo sont assez intraitables. Et comme en plus Di Giannantonio en fait un tout petit peu trop, il perd l'avant. Donc là, il est en train je pense qu'il est encore en train de pleurer. Là. Et Martin le roublard, parce qu'il le dira aussi après au parc fermé, il passe Bezzecchi au virage 12, qui est un endroit théoriquement pas prévu pour ça. Donc en fait, Bezzecchi n'était pas en train de commencer à se demander que Martin était déjà passé. Alors, si c'est un endroit pas prévu pour ça, il suffit pas de le faire là, c'est qu'il faut le pouvoir et il faut gérer son freinage derrière, parce que là, Martin, il a fait très fort, hein. C'était peut-être le moment intéressant de la course. Donc, si vous trouvez un résumé sur Internet, regardez ça. Le dépassement, là où c'est pas prévu. Et encore, en fait, ça décontenance complètement Bezzecchi, parce que sur ses entrefaits, il se fait aussi niquer par Garzo. Donc, le Bezzecchi, premier pendant 19 tours, là,
Hop, à l'arrivée, on a Martin Garzo, Bezeki, le dindon de la farce, suivi de Schroeter en 4e position, Marini 5 et Bastianini 6. Alors Loves quand même, 14 à la fin, il y allait au courage, il marque 2 points, et quand il est revenu dans son box, il était complètement défait, il était au bout de la douleur. Là, c'était vraiment, là, on a l'habitude de ricaner avec Loves, mais là, beaucoup de gens se seraient arrêtés, je pense. Parce que là, il pleurait de douleur à la fin quand il est rentré dans son box. Et tous les mecs lui sont tombés dessus parce qu'ils savaient ce que ça représentait. Donc, déjà gros respect parce que dans l'année il a fait des beaux trucs. Là, il risque de se faire avoir sur la fin. Il aurait pu gagner le championnat, mais bon, les lois de Newton se sont rappelées à lui, quoi. Il y a eu chute. Après, c'est bien malheureux. Justement, on va reboucler vers le classement. Bastianini, qui a été assez finement, qui est assez fin pour ne pas se faire niquer. Lui, il est premier avec 194 points. Loves à 180 points, donc tout reste faisable, mais avec un Loves blessé, un Bastianini a priori en pleine forme, ça va être difficile. Marini a 176 points, donc pareil, il faudrait que les planètes s'alignent drôlement pour qu'il puisse encore gagner. Et Bezeki, lui, il n'est plus dans la course au titre parce qu'il a 171 points. Après, c'est fait en plus niquer, comme je le rappelais, le lièvre, quoi. Donc voilà, le bilan c'est Bezeki d'un nom de la farce, mais bon, il en faut. Di Giannantonio, il est encore en train de se taper la tête contre son motorhome. Ici, à mon avis, tu sais, t'as les gars qui déménagent à la fin, les espèces de roadies là, qui lui disent monsieur, faut y aller maintenant. Il a dû péter un câble. Et l'équipe Sponsorama, tu sais, celle qui évince ou rachète ou que sais-je Avintia, elle a pas mal de gueule finalement, parce qu'en écrivant les classements, je me suis dit, il y a le 1 et le 3 du championnat quand même. Donc respectivement Bastianini et Marini, qui seront dans cette équipe. Alors évidemment, ce sont 2 rookies, donc on pourra dire oui, une équipe avec que des rookies, mais en fait, je sais pas si tu as remarqué, mais dernièrement, les rookies, ils ont pas eu trop de mal à éclore, parce que Quarta et Mir, je sais bien qu'il n'est pas rookie, c'est sa 3e saison à Mir, ou c'est ça, Ouais, 2e ou 3e, ouais. Et Quarta, on sait que déjà sa première était très bonne, la 2e était excellente, même si là, en ce moment, c'est un peu difficile, mais on parle quand même d'un mec dans sa 2e année en MotoGP, qui dispute le titre. Enfin, qui l'a disputé. Ouais. Voilà, donc certes, ce seront 2 rookies, mais respectivement 1 et 3 du championnat. Comme on l'a vu, le Moto 2 a l'air de préparer vachement bien et mieux que ne le faisait le Moto 2 d'avant. Les rookies pour le MotoGP, ça sent bon quand même pour cette équipe. C'est pas parce que c'est Valentino qui est derrière, attention, j'ai pas dit ça. Et puis on verra, parce que on peut avoir des blagues aussi. Et alors Loves va mal embarquer, ça m'embête bien pour lui, parce que qui aime bien châtie bien, ok, mais là il avait fait le Phoenix. Ouais. Mais voilà, c'est I comme Icar, quoi. Ouais, coup du sort. Ouais, là, et puis voilà, en plus, tomber en FP3, ça arrive à tout le monde. C'est pas Loves il est encore tombé, parce que on n'était pas les derniers à dire ça, mais ça arrive à tous les pilotes. Les FP, toutes les FP sont dangereuses, les Q1, Q2 sont dangereuses, les warm-up sont dangereux. Y a pas mal de gens qui s'éclatent au warm-up aussi, donc voilà. Ouais. Ça m'embête cette histoire. Mais bon, j'espère qu'il arrivera à faire des belles choses à Portimao, nous verrons. Non mais c'est con, mais il suffit que Bastianini se viande. Parce que on a vu qu'il y a eu des viandages. Di Giannantonio qui était premier, il fait son erreur. Ouais. Donc on souhaite pas à Bastianini qu'il arrive des merdes, mais et même moins pire, parce que comme ça il tomberait pas, mais casse moteur. Il y a pas de casse moteur d'ailleurs. Enfin il y en a peu. Il y en a eu une depuis que c'est même quand c'était Honda en Moto 2, j'ai pas l'impression qu'on voit les problèmes de fiabilité. Donc bon, on verra. On n'est pas en train de souhaiter du mal au leader actuel. À la limite que ça se bastonne, c'est propre. Ouais. C'est clair. Eh bien, enfin, le morceau de résistance. Vas-y. Passons au MotoGP qui est pas beaucoup plus intéressant que les 2 autres courses, à part qu'on a un nom de champion du monde. Auditeur. Ouais. Alors, on a en tête du départ de la course Morbidelli qui nous a fait une superbe Q2, Miller qui est juste derrière, Nakagami 3e, Zarco s'est qualifié 4e, suivi par Paul Espargaro et Maverick Viñales.
Alex Espargaro est en 3e ligne et c'est à signaler. Quartararo, lui, il est 11e après être passé par la Q1. À noter que les Suzuki ont elles aussi un peu raté les essais et les qualifs, surtout comparé à leur rythme de la semaine dernière. Mir est 12e et Rins 14e, juste derrière Crutchlow. Mais les yeux sont quand même rivés sur Mir, puisqu'il a de fortes chances d'être titré dès la fin de ce Grand Prix sans attendre Portimao. Alors au début de la course, on y va tous de notre calculette pour essayer de voir qu'est-ce qui peut faire gagner Mir. In fine, on se rend bien compte qu'il a quand même beaucoup de chances d'être champion. S'il gère sa course aussi bien que la semaine d'avant, il a beaucoup de chances d'être champion dès ce Grand Prix. On a un gros départ de Miller qui finalement se rate sur le premier freinage. Morbi reprend la tête, suivi par Paul Espargaro qui a fait aussi un super départ. Nakagami se retrouve 4e derrière Miller. Oliveira est 5e. Zarco, lui, se rate un peu et il est 6e. Dès le deuxième virage, Quartararo tire tout droit et se retrouve bon dernier. Mais heureusement, sans chuter, il va devoir remonter tout le peloton et ça s'annonce assez difficile vu son rythme du week-end. Rins, lui, fait un super départ, il se retrouve 8e dès le 4e virage. Mir s'impose sur Vinales très vite pour passer 10e. Les trois de la tête marquent déjà un petit écart. Miller a déjà repris le meilleur sur Paul Espargaro et part à la chasse de Morbidelli, mais sur sa KTM, l'Espagnol s'accroche. Morbi, lui, il claque des chronos toujours très réguliers, il roule dans le même 10e pendant de très très nombreux tours. Rins, lui, est déjà 7e, il met la pression à Zarco qui malheureusement va pas résister très longtemps, même 2 virages au final, parce qu'il va chuter dès les premiers tours de course, au 6e précisément. Après avoir redoublé Rins dans la ligne droite, il se rate au premier virage. Pendant ce temps, Oliveira a passé Nakagami pour se retrouver 4e derrière l'autre KTM de Espargaro. Quartararo fait le forcing et finit lui aussi par chuter avant le tour numéro 10. Et là aussi, la course elle est assez monotone jusqu'au tout dernier tour. À 9 tours de l'arrivée, Oliveira marque le coup. Il est redescendu derrière Nakagami, Rins et Binder. Le japonais lui recolle à Espargaro pour tenter de choper son premier podium de la saison, mais trop impatient, chute dans le dernier virage au 19e tour. Un mauvais coup pour Nakagami, on va en reparler évidemment. Et Rins est alors 4e, parti 14e, pour rappel c'est assez incroyable la course de Rins. Ça s'anime enfin quand Miller fait la jonction avec Morbidelli qui jusque-là était seul en tête, et bien seul. Belle passe d'armes entre ces deux hommes dans le dernier tour, mais c'est l'Italien qui a le dernier mot et remporte finalement la course. Toujours pas de victoire pour Miller cette saison pour l'instant. Mir arrive 7e et il profite d'ailleurs de la chute de Nakagami et ça lui suffit pour être titré champion du monde de cette incroyable saison 2020. À l'arrivée de la course, on a donc Morbidelli, Miller, Espargaro, Rins, Binder, Oliveira et Mir au championnat. Donc on a Mir champion du monde avec 171 points, Morbidelli deuxième avec 142 points, Rins 138 points et Vinales 127 points. Quartararo il est 5e avec 125 points et Zarco 13e avec 71 points. Et bien l'info principale de cette course, vous vous en doutez bien, c'est le fait que Mir est titré champion du monde avec une course monotone, mais bon, il a géré sa course, il a fait le taf. Qu'en penses-tu ? Ah oui, franchement, je me suis dit que ça devait être dur de pas sur ou sous-piloter, tu vois, parce que c'est souvent ce qui arrive, c'est quand tu essayes de trop gérer, tu te bourres parce que t'as tes pneus qui refroidissent ou t'as plus les mêmes repères de freinage et tout. Non, là, c'est mentalement déjà... je n'aurais pas aimé j'aurais aimé être dans son casque après la ligne d'arrivée. Ouais. Mais tu sais, c'est comme je compare souvent ça au fait de devoir marcher sur une poutre. Si la poutre elle est posée sur le sol, il y a pas de souci. Tu marches easy. Mais mettons qu'elle fait 50 cm de large la poutre, tu marches dessus easy. On te la met à 100 mètres de hauteur, tu tombes. Ouais. Parce que voilà. Donc là, chapeau, le truc de pas tomber ou de pas se faire, rattraper, donc emmerder, donc chuter, c'était déjà énorme. Hein. Ouais. Et puis ouais, en fait, outre son calme olympien, du moins pendant la course, ce qui est marrant, c'est qu'on n'en a pas beaucoup parlé dans la saison jusqu'à dernièrement.
parce qu'on était aussi pas mal focalisé sur Quarta et sur les Petronas on Fire globalement, plus les espèces de coups de Trafalgar de mercenaires de Petrucci, les moultes vainqueurs différents, le fait que Rins se réveille, le fait que les KTM marchaient bien aussi. Oui aussi, ouais. Oui, parce que t'as quand même aussi du Binder, du Oliveira, donc c'était une saison fofolle. Et au bout de la saison fofolle, ce qui est encore plus foufou, c'est que c'est une Suzuki qui gagne le championnat du monde. Ouais. Et Mir qui est moins capé en termes d'années et de résultats, parce que au nombre de courses, je crois que Rins en a plus, dans sa carrière, j'entends. Mais là, Mir a mis tout le monde d'accord, quoi. Et j'ai l'impression qu'on est un peu tous comme des ronds de flanc, là. Genre, tiens, mais merde, qu'est-ce qui se passe? Enfin, ça s'est fait il y a quelques semaines quand même, le fait qu'on a vu que Mir était un candidat sérieux. Ouais, et avec une bonne moto en plus, parce que pour le coup, c'est pas comme chez Honda où il y avait que Marc Marquez qui savait piloter la HRC, la RCV. Et là, pour le coup, on a Mir et Rins. Encore une fois, sur cette course qui a été relativement chiante, mais on a quand même Rins qui remonte très fort pendant toute la course. Et Mir gère, mais avec une facilité dans le pilotage. Enfin, il a l'air vraiment avec une sérénité totale, comme la semaine dernière, en fait, où on a vu les deux Suzuki gérer leur course. Limite en balade, quoi. Et c'était impressionnant à voir. Oui, c'est ça Lorenzise dans le style. En tout cas, c'est super propre. On n'oublie pas Morbidelli, parce que lui-même est un métronome. Absolument. Mais bon, c'est vrai que de ce point de vue-là, c'était casse-couille. Mais sinon, ce qui était aussi intéressant à voir, c'est à quel point des satellites que sont respectivement la Petronas et la Pramac se pavanent en tête quand on pense au très fond du classement où se trouvent les officiels. Ça, je continue d'être assez soufflé par ça. Parce que finalement, si on accepte Miller, bon, alors manque de bol pour Zarco, il s'est bourré, donc c'était pas très spectaculaire pour lui. Mais Miller apporte haut les couleurs de Ducati finalement, et on est d'autant plus content que il n'ait pas eu l'effet de j'ai signé officiel, pouf, je m'écroule. Ouais. Tu vois, genre Bautista dans d'autres domaines. Mais même Zarco, je voulais en parler tout à l'heure, mais il a fait un super week-end, hein, dommage qu'il se bourre, parce que il a fait des super chronos. Et... Non mais voilà, tu vois, t'as Pramac et Avintia qui font des trucs. Souviens-toi du temps des CRT. C'était risible les CRT. Enfin, risible. C'est-à-dire qu'en gros, quand quelqu'un performait pas avec une CRT, les premières paroles qu'on avait, c'était « Ah, mais oui, mais c'est des CRT. » Et là, il n'y a plus ça, en fait. Ouais. Donc, déjà, de ce point de vue-là, chapeau à la Dorna d'avoir réussi à faire une armée de bécanes. Aussi parce que c'est pas des spec B, quoi. C'est soit des N-1, soit des N au niveau des années, avec du support aussi des équipes derrière. Donc, c'est devenu quand même quelque chose d'assez vénère, mais Pramac, je suis content pour Miller, parce que déjà c'est un petit gars sympa, et il a un pilotage, il s'est fait un look un peu à l'ancienne, là, un peu, il a fait penser à Matthew McConaughey, il a une tête quand même assez marrante, quoi, tu vois, c'est il a la tête de sale gosse qu'il est. Tu sais, quand il fait des vannes. Exactement. C'est-à-dire que c'est un peu, pour moi, du fait que Crutchlow s'en va, pour moi, c'est le trublion du paddock qui nous reste, quoi. Alors avec Rossi, la seule chose qu'il se contente de faire, c'est de sourire comme s'il avait fumé des pétards et dit je vais lire, mais il est moins, il est moins politiquement incorrect, Rossi, qu'à une époque. Transition toute trouvée avec Yamaha, parce que je voulais qu'on parle un petit peu de Yamaha. Sur le conducteur, moi j'ai mis LOL, parce que franchement ils me font rire et pleurer à la fois. Parce que in fine, la seule Yamaha qui marche, c'est celle de l'an dernier. Est-ce que c'est Morbidelli qui l'a? Mais souviens-toi que l'an dernier elle marchait pas, parce que c'était celle de l'année d'avant qui marchait.
Donc je me dis, attendez les enfants, arrêtez de prendre de l'avance. Qu'est-ce qui se passe? Non mais c'est vrai, en fait les Yamaha on les a connus mais imbattables avec Rossi, Lorenzo, et que en 2015 si c'était pas Rossi qui gagnait, c'est parce que c'était Lorenzo qui gagnait. Là ils se prennent des tartes par respectivement chez Tech 3 Zarco et enfin des tartes, c'est-à-dire que les performances étaient meilleures chez Tech 3 que chez les Yam officiels. Et là ça continue. Donc oui, certes, Petronas, ils ont un super team, mais il y a pas moyen quoi. Ah oui, c'est clair. Ouais. Alors est-ce qu'ils essayent d'être tellement en avance qu'ils font trop de tests et que finalement à rouler sur des protos de protos, ça le dessert? Je sais pas. Parce que pareil, Vignales, hormis qu'il est en dents de scie, c'est pas non plus une tanche, quoi. Non, et ils ont tous dit, enfin, on les a entendus là récemment, on a entendu Vignales critiquer la régularité de Yamaha, Quartararo aussi, ce week-end, en disant que la moto était trop irrégulière pour espérer faire des perfs de façon régulière. En plus, ils ont eu leur histoire de Covid. Enfin, chez Yamaha, c'est un peu l'alignement des planètes dans le mauvais sens, quoi. Ah oui, là, c'est dans ton cul, hein, l'alignement des planètes. Là. Uranus, hop. Mais on espère qu'ils vont s'en remettre parce que l'année prochaine, ça va être important pour Quartararo d'être dans une équipe solide. Là, parce j'aurais que tendance à dire, on arrête de déconner. Là, maintenant, il y a un Français chez vous, donc ça serait bien de commencer à bosser, quoi. Non mais c'est surtout c'est ça, c'est son, enfin les carrières peuvent durer longtemps, mais on n'a pas beaucoup de chance quand on arrive à un niveau dans un team usine d'être champion du monde. Oui. On a intérêt à vite saisir sa chance et là la pression côté Quarta elle risque d'être assez insupportable et on l'a vu au-delà des performances de la moto. On a bien vu aussi qu'il avait un travail à faire là-dessus. Bah oui, parce que ces dernières chutes, après, ça arrive de chuter, mais ça sentait aussi un peu la pression, même si la pression, il avait su la gérer jusqu'à présent. C'était là si j'osais noter les pressions sur une échelle complètement arbitraire, celle du championnat du monde, voilà, celle du championnat du monde, c'est pas la même que de gagner sa première course. Même si gagner sa première course, c'est déjà le bout du monde. À partir du moment où t'as gagné ta troisième course, et quand le championnat arrive, là, c'est le boss de fin de niveau, quoi. C'est aussi pour ça, même si ça a l'air complètement débile, le fait que Mir reste sur ses roues pour finir sa course et être champion du monde, le temps doit se dilater, tu sais, hein, c'est comme dans Interstellar. Ça doit être encore une fois, et on en parlait tout à l'heure, il y a une Bekkensen aussi. Oui, ça peut aider. Oui. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de se demander s'il va se bourrer. Ouais. Mais avec en plus des erreurs, pardon, je te coupe, mais avec en plus des erreurs pour Quartararo, avec son erreur de pression de pneu avant à Aragon, on se rappelle l'année dernière, il avait eu un problème avec son sélecteur. Enfin, c'est des petites choses comme ça qui te mettent pas en confiance avec une bécane, quoi. Alors je pense que pour Quartararo, il a dû oublier l'histoire du sélecteur de l'année dernière, mais mais après dans la conscience, entre ça, la pression du pneu pas bonne alors qu'il était quand même dans les favoris et que surtout qu'il recourt après sur le même circuit le week-end suivant, donc c'est ça met pas en confiance. Bon, on connaît pas l'ambiance globale chez Yam, apparemment chez Petronas ça va. Oui, l'équipe en tout cas, Petronas. L'équipe Petronas marche plutôt bien, mais Yam, ils ont du boulot. J'espère que ça va pas être le vieux nid de vipère où il y a de la politique, même si j'ai l'impression que c'est le cas. Et puis je voulais dire un mot de Honda qui était, nonobstant Nakagami qui finissait par se battre, et on va aussi en dire un mot de Nakagami, finit pas très bien à Valence. Ils ont pas bien commencé non plus. Non, ils ont pas bien commencé non plus. Non, ils continuent de creuser leur tombe avec les dents, en fait. Alors ça me fait pas plaisir que cette affirmation soit vérifiée, mais on le disait, pas CQEP, enfin, il se dit depuis X temps que Marquez, c'est le baobab qui cache la forêt.
Parce que alors Alex Marquez a montré des bons trucs, mais là ça marche plus trop. Bradle il arrive pas à se servir de la bécane, ou du moins pas au niveau du MotoGP. Ouais. Et il faut quand même que ce soit Nakagami, encore une fois, un satellite qui fasse des choses, quoi. Ouais. Que ce soit en course ou en pôle. Bon, là, il a malheureusement collectionné les chutes en course, mais... Ouais, et là, sur cette course, c'est dommage parce que il arrive, on se dit, tiens, il va se caler derrière, il va attendre 1 ou 2 tours pour voir. Il a fait le gourmand. Il avait le temps, il avait tellement le temps, il arrivait comme une balle derrière. Ah ouais. Et ce con, il tente le freinage de l'impossible. Ouais, c'est vrai que. Mais on l'a tous vu, ouais, je pense. Et c'est pas un perdreau pourtant. Ben non. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il va se bourrer. Ouais, ou il s'est pris pour Marc. Je sais pas. Ouais. Parce que ok, perdre l'avant, c'est un problème, mais là, ouais, c'est vraiment effectivement c'est con parce que ça sentait le truc de kamikaze et là, malheureusement, ouais. L'issue a été fatale, quoi. Ouais. Pour autant, on peut quand même lui tirer le chapeau pour sa qualif et sa course. Ah oui, mais clairement. Mais on va dire le petit manque de lucidité. Ouais. Là. Il est un petit peu trop enflammé. On n'a pas vu son rythme cardiaque à ce moment-là, mais il devait être à 270. Il était à 700, ouais. Là, il a eu un voile blanc, tu sais, devant les yeux. Ouais. Il était en apnée, je sais pas. Mais j'étais vraiment déçu, quoi. J'ai mis parce qu'en plus, il est méritant, quoi, sur l'année, sur les années. Et d'ailleurs, Nakagami, moi, je me souviens avoir ricané quand il était monté, parce que je m'étais dit, mais tiens, c'est bizarre, il faut monter Nakagami, il n'a rien fait dans la catégorie avant. Mais c'est une sorte de diesel, mais il est parmi les tout bons, quoi. Quand tu regardes les temps et les qualifs. Bon, après, il faudrait pas tomber, c'est sûr, ce serait mieux, mais en termes de talent et de vitesse et de régularité, on parle pas beaucoup de lui, mais chapeau. Parce que Crutchlow, il y a eu chute, blessure, mais même quand ça allait bien pour lui, il n'était pas forcément mieux placé que son coéquipier. Non. Et d'ailleurs, il y a eu un moment intéressant dans cette course quand même, c'était le fait de voir Rossi et Crutchlow rouler ensemble, les deux plus vieux du paddock. Ouais, j'en ai même pas parlé de Rossi, mais moi j'étais pas désespéré, pas décollé, mais j'étais peiné, voilà, peiné. Et le problème, c'est qu'on peut même pas trier le bon grain de livret et dire oui, c'est parce qu'il a plus le niveau et tout, quand tu vois que les Yams sont à l'ouest. Ouais, c'est ça. C'est difficile de jauger la qualité du pilote, alors. On peut pas jauger la qualité du pilote de Valentino Rossi, mais de sa capacité à continuer encore et encore à la Roger, tu vois. On verra chez Petronas. J'espère que ce sera pas trop lamentable. Il devrait avoir une bonne moto normalement. Ah oui, enfin. Celle de cette année développée. Oui, en fait, c'est ça. Ce que je me dis, c'est que s'il a une -1 et bien, alors ce serait pas si mal. Hein. Un de ces 4, il va venir avec une R1 quand il en aura tellement marre, tu vois. Oui. Il va dire, arrêtez vos conneries. Une R1M, la fameuse. Oui. Ouais. Bon les gars, poussez-vous, mais t'as gardé ta plaque. Je m'en fous. On s'en fout, mais je mets même les rétros et les phares, j'en ai rien à cirer. L'alternateur, il baigne dans l'huile, je m'en fous. Allez, poussez-vous. Ouais. Non, on déconne, parce qu'évidemment, qu'une R1 ne pourrait pas... mais pour ne serait-ce que même pas comparer, mais des fois c'est marrant parce que ça avait fait alors chez Tech 3 ça faisait bizarre, mais chez Petronas c'était carrément surnaturel, quoi. Là, je sais pas si tu te souviens, au début l'équipe, la couleur est bizarre, bon, ok, ils ont une bonne équipe, mais bon, ils commencent, donc paix à leur âme, quoi. Moi, avant les premières courses de Quarta, je me dis oui, mais bon, ça va pas être facile. Si, enfin, ça n'a pas été facile, mais ils ont été extrêmement forts très vite, quoi. Ouais. Donc quand même, les Yams, il y a des bonnes choses dedans, mais oui. Effectivement, il faut les développer. Je sais pas d'ailleurs, est-ce que ça va pas un peu rebrasser les stratégies des écuries? Pourquoi ils se refont des bécanes tous les ans? Je pense qu'il y a une vraie bonne raison. Par crainte de ce que les autres vont sortir éventuellement, mais... Ouais, mais en fait, en gros, c'est comme si tous les ans, tout le monde joue à la roulette russe. Ouais. C'est très bizarre, quand même. Alors,
on va pas, on se plaint comme ça, là, on gueule, hein, comme des Français, mais au final, ça rend aussi le championnat intéressant. Ouais, c'est sûr. Mais ce serait marrant de savoir si Suzuki, ils ont la même gestion de leur moto ou pas. On saura pas. Non, on saura pas. Mais j'ai pas le numéro j'ai pas le 06 de Guinto, hélas. Mais c'est ce que j'allais dire. Mais peut-être que dans 30 ans, quand personne n'aura des dents ni des cheveux, on saura. Oui. Quand ce sera l'épisode 864 de C'est qui en pôle. Oui. Moi, j'utiliserai la synthèse vocale parce que je pourrais plus parler. C'est pas grave, on tapera nos comptes rendus, puis après, on balancera. Avec ta voix synthétique. Ah, voilà, ça va exister. On en a fini avec la MotoGP, peut-être quelque chose à ajouter. Ils sont rhabillés pour l'hiver. Ouais, absolument. Un petit mot de Rookies Cup, de la Rookies Cup avec Acosta qui remporte le titre devant Ortola et Munoz. Côté franchise, on a Gabin Planck 19e avec 24 points et Bartholomé Perrin 25e avec 0 points. Donc on a 214 points pour Acosta, 150 pour Ortola et 150 aussi pour Munoz. Et ben c'est il est la temps de fin fermer le rideau de cette... fer, hein. Fini les poires, les cahuètes, tout ça. On revient très vite, n'est-ce pas? Absolument, dès la semaine prochaine avec le GP de Portimao. On se retrouve évidemment sur le chat Discord. Le lien est sur notre Twitter. On vous rappelle le Twitter @CQEP-8pod. Et on a évidemment la page Facebook. On est aussi sur Deezer et Spotify. Stéphane, à la semaine prochaine ou non? Bah oui, peut-être. Oui. Je crois. Il me semble qu'on est de garde. c'est nous les vieux du Muppet. On va revenir. En tout cas, on fera probablement un épisode hors série pour faire un petit récap de la saison avec grand plaisir. On aura évidemment beaucoup de choses à dire et aussi sur la prochaine. Bah oui, parce que les piliers de bistrot que nous sommes, on va quand même pas se fermer notre gueule parce qu'il n'y a rien à dire. Ah bah, attends. C'est clair. Oh. Sans blague. Allez, salut à tous, à bientôt. Je vous fais des burns. Bisous.